Salut à tous. Après quelques péripéties de connexion et un début d'enregistrement loupé, donc on va perdre un petit peu le côté spontané de cet épisode puisque ça fait déjà une bonne heure qu'on est en train de discuter ensemble. Il faut qu'on relance l'épisode. Ça fait partie des aléas malheureusement du podcast et des enregistrements. Alors aujourd'hui, nous sommes en présence de Ludivine Blanc, qui est triple championne du monde en natation en eau glacée. Alors, je vais te représenter, du coup, et les auditeurs l'entendront que pour la première fois. Tu es diplômé d'une double licence TAPS, te donnant les prérogatives de préparatrice physique et de maître nageur sauveteur, puisque c'est aussi une de tes spécialités. Tu as deux DU en préparation mentale, qui a aujourd'hui ton activité principale, et tu donnes aussi des conférences. C'est ça. Pour cet épisode, on va s'intéresser principalement à ton parcours sportif parce que tu pratiques trois disciplines sportives à haut niveau. Tu as tout d'abord commencé dans le monde de la natation course dès ton plus jeune âge, où tu as eu plusieurs médailles aux championnats de France ainsi qu'un record universitaire. À la suite desquels tu as nagé 2 ans pour le Cercle des nageurs de Marseille. À partir de tes 24 ans, tu t'es tourné vers le monde du sauvetage sportif en t'entraînant avec le club de Montpellier, discipline dans laquelle tu as été médaillé au championnat de France. Tu as un record du monde en relais de sauvetage et une médaille internationale aux World Games en 2022. Tu as aussi pratiqué de la natation en eau libre en détenant le record du 6 km au défi Monte Cristo. Et plus récemment, tu t'es essayé à la nage en eau glacée avec les championnats de France en 2022 et les championnats du monde en 2023, auxquels tu deviens record woman du monde en 50 mètres nage libre, 100 mètres nage libre et 50 mètres d'eau en ice swimming. Ce qui signifie nager dans une eau à moins de 5 degrés en maillot de bain le plus vite C'est possible. ça. C'est ça. Alors, on en a déjà discuté, donc tu m'as expliqué que tu avais démarré cette discipline suite à un accident de vélo avec traumatisme crânien et pas mal de séquelles, et que tu avais été soigné par le froid qui t'avait fait Mm. découvrir justement le- les- la méthodologie du froid pour réussir à calmer le système nerveux parasympathique, à retrouver le sommeil, à calmer tout ce qui est tendinite. Et on était en train de discuter justement de cette discipline qu'est l'ice swimming, dont on entend de plus en plus parler, mais on a l'impression que c'est une discipline relativement récente. Quel est un petit peu le parcours de cette discipline sportive? Excellente question. Je n'étais pas du tout préparée pour celle-là. Bien joué. Pour le parcours, je peux pas vraiment te répondre parce que je t'avoue que moi, je ne fais que pratiquer. Après, en rencontrant les personnes qui pratiquent cette discipline depuis de nombreuses années, je connais un petit peu le passé sans avoir les dates précises ou les autorisations, enfin quoi que ce soit. La seule Bien sûr. chose que je peux te dire et que du coup je t'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est une discipline qui est récente dans le sens où le côté compétition est récent. Parce Mm. que, par exemple, il y a des championnats d'Europe qui vont être en février 2024 et ça va être les premiers championnats d'Europe de la discipline. Donc, D'accord. il y a le côté compétition, règlement, tout ça qui est très récent et encore en plus, chaque année, le règlement évolue. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a le droit ou pas le droit de faire. Le sport se rôde, enfin en tout cas, tout le côté sécuritaire se rôde dessus, enfin autour, en fonction des expériences. Mais par contre, ça fait quand même très 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 longtemps que les gens vont dans l'eau froide et dans l'eau froide surtout. Donc Mm. pour la date, je peux pas exactement te donner, mais je sais qu'il y a des personnes que je croise au championnat de France ou du monde qui vont dans l'eau glacée depuis au moins 40 ans. Donc voilà. D'accord. Ouais, c'est médiatiquement parlant, c'est relativement récent. Les courses en elles-mêmes peut-être, mais l'utilisation du froid et des bains en eau glacée, ça commence à dater de plusieurs décennies. C'est ça, c'est ça. Puis il y a aussi Euh, le côté, les championnats du monde étaient en France, donc du coup, côté français, on a commencé à s'y intéresser maintenant parce qu'il y avait une grosse échéance française, quoi. Enfin, en France en tout d'accord. cas. Donc même nous, dans notre pays, c'était pas quelque chose de très connu, alors que bah tu vas dans des pays un peu plus frais, Mm. ils connaissent bien ça, quoi. Ouais, ils doivent être un peu moins réticents que nous aussi à aller dans le froid. Ah non, c'est une culture hein, chez eux parfois, hein. Dans certains Ouais. pays, c'est une culture de faire ça.
D'ailleurs, est-ce que tout le monde peut participer à ce type de compétition en eau glacée ou est-ce que ça demande des examens cliniques pour pouvoir s'inscrire? Alors, techniquement, tout le monde peut y participer. Encore une fois, ça dépend du niveau, parce que par exemple, pour les championnats du monde, il y a quand même des temps de qualification à faire. Mais en plus, effectivement, on a des prérogatives, c'est-à-dire qu'on est obligé d'aller voir un cardiologue avant de participer au championnat de France ou au championnat du monde. Enfin, peu importe la compétition, on est obligé de faire des tests et d'être suivi par un médecin et un cardiologue et de faire au minimum une échographie. Donc ça, c'est pour, enfin, et un ECG, donc un électrocardiogramme. Donc ça, c'est pour ceux qui font des courtes distances, on va dire, donc le 50, le 100 et le 250 mètres. Et pour ceux qui D'accord. font le 500 mètres et le 1 km, parce que oui, il y a des personnes qui font 1 km dans de l'eau à 4, 3, 2, 1 degré, eux, ils sont obligés de faire un test à l'effort avant. Et donc ça, c'est dans les 3 mois avant la compétition. Et le jour de la compétition, quand on se présente, on a des tests, on doit aller voir un médecin du sport et on est obligé de passer des tests pour voir en fait si physiquement on est déjà mentalement on est prêt à faire un effort et on a conscience de ce qu'on va faire parce que c'est quand même un sport extrême donc il y a quand même des choses à prendre en compte. C'est Et clair. ensuite, on a des tests avec notre fréquence cardiaque, notre pression artérielle pour voir s'il n'y a pas de souci. Et ils ont le droit de nous refuser en fait l'accès à la compétition. On a le droit D'accord. de se faire, enfin de préparer, d'arriver, et puis en fait notre tension est un peu trop élevée et du coup bah, ils nous refusent le départ. Donc ça Ok. arrive, Ouais, mais donc c'est il très bien s'assure que cadré. vous soyez bien calme avant la compétition, qu'il n'y ait pas de débordement physiologique qui fasse que... C'est pas forcément calme, c'est plus est-ce qu'on est conscient déjà de ce qu'on va faire et ensuite est-ce que physiquement notre corps est capable de réaliser ce qu'on va faire. T'es Ok. pas obligé d'être calme, tu peux être hyper content, hyper excité, enfin, y a pas de problème avec ça. C'est vraiment est-ce que ton cœur, il a un problème ou pas? Et c'est arrivé à plusieurs personnes, hein, du coup, de pas réussir à passer ces tests. Et grâce à Mhm. ça, en fait, ils se sont rendus compte que cardiaquement, il y avait un souci et du coup, bah, ils ont pu enfin, ils ont pu se prendre en charge, se faire prendre en charge en tout cas, et trouver des solutions à leurs problématiques. Donc c'est hyper important et c'est quelque chose, ça, en tout cas, qu'ils enlèveront pas. Ok. Et c'est bien. Ouais, donc ça a quand même eu un côté préventif pour certaines personnes en fin de compte. Ouais, c'est ça. Par rapport à la natation course en eau tempérée, au niveau de la réglementation, est-ce qu'il y a des choses qui diffèrent ou est-ce que c'est des disciplines semblables? Ah non, honnêtement, ça n'a rien à voir. Déjà, on n'a pas le droit de plonger parce que il faut éviter que, enfin, avec le choc thermique, il peut y avoir un problème avec ton cœur qui ne supporte pas du coup la différence de température. Donc, on a interdiction de plonger. Les coulées, donc la partie où tu es en immersion sous l'eau, Mhm. interdiction de faire plus de 5 mètres parce que Ah, sinon ton cerveau il a un problème de température. Enfin, c'est pour éviter que le cerveau reste trop longtemps sous l'eau. Et le troisième truc qui est totalement différent, bon, après il y en a d'autres, je vous raconterai, mais les trois trucs principaux, c'est ça. Donc interdit de plonger, interdit de faire une coulée de plus de 5 mètres, et le virage, donc on fait pas la roulade, donc on appelle ça une culbute, mais on fait pas hmm. ça comme les nageurs font en bassin, pour éviter qu'il y ait un problème avec l'oreille interne et qu'on s'oriente vers le fond de l'eau et qu'on aille se noyer, quoi. Ah ouais, Donc ça c'est peut virage à la main. totalement déstabiliser le système vestibulaire et partir Ouais. vers le fond alors qu'on pense remonter, quoi. C'est ça. Ok. Bah, surtout ceux qui font le 1 km, en fait. Parce que moi, je fais les petites distances. Donc, encore, mon réflexe à moi, c'est de sortir de l'eau le plus vite possible. Donc, aller vers le fond, c'est pas trop mon idée. Mais pour ceux qui font le 1 km, à des moments, en fait, ils savent plus trop où est-ce qu'ils en sont, ils savent plus trop ce qui se passe, et ils sentent plus vraiment leur corps à cause du froid. Donc, du coup, pour eux, c'est obligatoire de pas faire de virage culbute. Après, ça l'est pour tout le monde mais eux spécifiquement. Il y a une règle aussi qui a changé très récemment, c'était que en brasse, avant, les nageurs n'avaient pas le droit de mettre la tête dans l'eau. Ouf. Donc ils faisaient une brasse tête hors de l'eau, ce qui n'est pas du tout le cas en natation, quoi. En natation course, les nageurs s'allongent le plus possible et mettent le C'est là où visage on dans va le l'eau. plus vite. C'est sur le temps de glisse. Ouais, bah là, c'était interdit. Et Ok. il y a un autre détail aussi qui a un peu son importance quand même pour enfin, les nageurs, s'il y a des nageurs qui écoutent ou des triathlètes, ils comprendront. Mais pour le 1 km et le 500 mètres, on est obligé d'avoir une ceinture euh, comme celle qu'on met au pied ou des trucs comme ça à l'entraînement. On est obligé de mettre une ceinture parce que du coup, s'il y a un malaise ou quoi, on peut attraper le nageur et le sortir de l'eau. Et D'accord. ça, donc le règlement évolue encore une fois avec.
tout ce qui se passe enfin, niveau sécuritaire et tout. Et cette ceinture, ils vont l'imposer maintenant, même pour les courtes distances. Donc pour le 50, 100 et 250 mètres, on va être aussi obligé de mettre une ceinture. Et du coup, je rebondis encore une fois, la différence qu'il y a aussi avec la natation course, c'est que il y a le 50 et le 100 mètres avec toutes les nages comme en natation course, donc ça change pas. Mais nous, c'est le 250, le 500 et le 1 km. Donc, il n'y a pas le 200, 400, 800 et 1500 de natation. C'est pas les mêmes D'accord. distances. Ok. Du coup, voilà. Et Du coup, c'est pareil, mais c'est différent. par exemple, sur la natation course, tu vas avoir jusqu'au 200 sur toutes les nages, et après, passer 400, 800, 1500, ça va être que du crawl. Là, dans le cadre du 250, 500, 1000, c'est forcément du crawl aussi. Ouais, le 250, c'est que en crawl, le 500 que en crawl et le 1000 que en crawl. D'accord. Et en Enfin, c'est deçà, la- jusqu'au 200, tu peux faire du 200 mètres papillon ou du 200 mètres brasse. il n'y a pas de 200 papes. Il n'y a pas de 200 en fait. C'est Ah, 200, c'est c'est 100 100 mètres ou maximum. 250. Ouais. D'accord. Donc, 50, t'as le 100. 100 mètres, t'as 104 nages aussi. Waouh. Le sando, ils l'ont rajouté là au championnat du monde. Donc là, en janvier 2023, ils ont rajouté le sando. C'était une épreuve qui n'existait pas et le 100 papillon aussi. Et D'accord. du coup, c'était des épreuves qui n'existaient pas et du coup, il n'y avait pas de record à ces épreuves. Et donc maintenant, il y a des records parce que ces épreuves existent depuis quelques mois. Ok. Ouais, donc c'est encore en train d'évoluer sur le plan réglementaire. Oui, ah oui, Et totalement. alors, question toute bête, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte de la température, hein. Ceux qui ne se sont jamais immergés dans un bain glacé ne peuvent pas s'imaginer la douleur qu'on doit ressentir. Euh, j'ai jamais nagé dans une eau à moins de 5 degrés. Juste en dessous de 12 degrés, je sais que l'eau fait mal. Déjà pu tester, ça fait vraiment mal. Ouais. Est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'on ressent, physiquement parlant, quand on nage dans une eau à moins de 5 degrés? Déjà, pour la petite histoire, quand tu vas nager dans une eau entre 12 et 8 degrés, ça fait très très mal. Mais après, quand tu descends encore en dessous, à chaque degré, tu as un palier de douleur. Tu te dis, c'est pas possible, c'est pire. Et à partir de 5 degrés, en fait, c'est totalement une autre sensation. Et donc là, c'est tous les 0,5 degrés. Ça, la sensation est encore différente. Donc ça veut dire que, Ah ouais, par exemple, j'ai nagé deux fois. Donc j'ai nagé une fois dans 4 degrés 7 et une fois dans 3 degrés 7. Et en fait, les sensations ne sont pas pareilles. Déjà. Alors qu'il y a à peu près un degré d'écart, tu vois. Mais déjà, rien que là, ça n'a rien à voir. ah, je pensais À partir de qu'arriver 5 à une certaine température, au bout d'un moment, ça, tu sens plus rien, quoi. C'est... Ah, mais non, en fait, plus c'est froid, plus le degré est important. C'est pour ça qu'en fait, en général, quand tu vois des personnes qui font de l'ice swim ou quoi, ils précisent genre, vraiment la température. La température est très précise quand on la donne parce que pour nous, c'est important, en fait. Donc, non, D'accord. non, enfin, c'est vraiment des sensations différentes. Pour le 4 degrés 7, en fait, donc à partir de 5 degrés, en fait, ça te brûle. Quand tu descends dans l'eau, parce que D'accord. pour la petite histoire aussi, c'est comme on ne plonge pas, on descend dans l'eau, parce qu'il faut bien y aller à un moment donné. Et en fait, on a 3 secondes pour descendre, on descend une échelle en bois, et on est tout seul. Donc ça veut dire que tu commences à sentir l'eau froide sur ton pied, puis sur ton mollet, puis sur ta cuisse, puis sur ton ventre, tu vois. Et tu es obligé de descendre comme ça, et te mettre au minimum les épaules dans l'eau. Donc en fait, tu sens le froid petit à petit sur toi. Donc il y a tout un travail à faire dessus. Mais, quand c'est moins de 5 degrés, ça brûle. C'est c'est pas comme la brûlure du froid. Ça, c'est à peu près 6, 7, 8 degrés. La, Ouais. la brûlure de 4 degrés et 3 degrés, c'est comme si c'était du feu, quoi. Et en fait, donc, ma sensation, en tout cas à moi, parce qu'après, elle est différente en fonction des personnes, hein, ma sensation, c'est que quand je descends dans un bassin avec des... Bah déjà, ça brûle. Euh, Au bout de 10 secondes, donc après avoir eu le départ du starter et tout, je commence à nager dans un bassin avec des bouts de verre, mais des tout petits bouts de verre. Donc je suis en train d'essayer de nager dedans. J'ai la mâchoire qui commence à se tétaniser, donc du coup j'ai la bouche qui s'ouvre et j'avale de l'eau. Donc j'avale des tout petits bouts de verre.
Je te laisse imaginer la sensation. Ouais, je visualise Et bien. ensuite, t'as un étau, en fait. Enfin, au niveau de la poitrine, t'as l'impression qu'on te met 6 camions dessus et qu'on te dit, vas-y, respire, quoi. Et donc, t'es en bataille constante. Alors là, je suis pas du tout en train de vendre le sport, mais Ouais, il est sympa, hein, il y a quand même des points positifs, hein. Non, lesquels? c'est... bah, déjà, quand tu sors, Ouais, quand t'as ouais, fini, je veux bien quand t'as l'entendre. fini, t'as réussi à finir ça, quoi. C'est un sport extrême. Et puis, t'as l'ambiance. Enfin, il y a plein de points positifs dans cette activité, mais bah, je vais rester sur les sensations parce que sinon je m'éparpille. Mais vraiment, les sensations, c'est pas vraiment le truc que je sais mieux vendre. Enfin, c'est vraiment pas agréable. Et enfin, c'est très douloureux. Et en fait, ce qui est assez surprenant, alors ça, il faudrait que j'en parle d'ailleurs avec ceux qui font de l'ice parce que j'ai toujours pas trouvé l'explication, mais il y a une explication scientifique, hein. En fait, quand donc tu nages, tu sens ton corps. C'est pas qu'il s'affaiblit, mais c'est en fait c'est comme si on te rajoutait des kilos sur tes bras, tes jambes, et en fait c'est de plus en plus difficile de créer un mouvement. Donc du coup, quand tu dois essayer d'accélérer, c'est hyper compliqué. T'as tout le temps envie de sortir ta tête de l'eau parce que du coup, t'as tous tes capteurs, enfin tous tes récepteurs sur ton visage qui sont en souffrance aussi. Hmm. Et quand tu touches le mur, tu veux sortir de l'eau, donc musculairement, bien évidemment, ton corps ne te répond pas, sinon ça serait pas drôle. Et une fois que t'es sorti, enfin moi en tout cas, une fois que je suis sortie, je sais que quand je suis enfin, vraiment totalement sortie, au bout de 5 secondes, j'ai une vague de douleur, mais pire que ce que j'ai ressenti dans l'eau, qui À arrive la et qui sortie. dure à peu près, ouais, ça dure à peu près 3 secondes, et c'est atroce. Et après, ça part. Et en fait, quand cette douleur, elle part, j'ai un relâchement, enfin, je suis hyper détendue. Et là, je pense que j'ai toutes mes hormones qui sont en train de d'arriver. Et du coup, j'ai ce côté bien-être et un peu euphorique du truc qui arrive. Alors, il y a le côté euphorique parce que là, les souvenirs que j'ai, c'est les championnats de France et les championnats du monde. Et à chaque fois, je sortais, je faisais soit un record de France, soit un record du monde. Donc, forcément, j'avais ça. Même si j'étais pas au courant des temps la première fois, mais enfin, t'as quand même l'engouement, t'as les gens qui sont autour de toi, qui viennent te dire que t'as fait un truc trop bien. Déjà, pas par rapport au temps, mais par rapport à putain, t'as réussi, quoi. T'as réussi à aller dans de l'eau aussi froide alors que t'es une frileuse de première et t'as réussi. T'as fait le truc jusqu'au bout. Donc, déjà, j'ai ça. En plus, après, on vient de me parler des temps, donc du coup, bah, t'es encore plus dans l'euphorie, en mode, ah ouais, ah, j'ai réussi à faire un record, mais genre, c'était improbable. Pour moi, c'était juste faire une distance, une longueur, et puis, en fait, non, même niveau perf, enfin, donc du coup, mon côté compétitrice, il est un peu nourri, tu vois. Hmm. Et après, ouais, il y a ce dégagement d'hormones que le froid t'oblige à produire, qui fait que t'es hyper bien et t'as envie de recommencer, quoi. C'est très bizarre parce que tu viens de souffrir, mais t'as envie de recommencer. Donc, non, Ok, il franchement, y c'est a un cool. petit Enfin, côté ce sport est addictif. cool. Et Euh, ouais, ouais. Quand tu y es, ouais. Quand tu t'entraînes et quand tu y es, en fait, le plus difficile, c'est de rentrer dans l'eau. Mais quand tu y es, en fait, c'est est-ce que vraiment, tu en as c'est déjà vu extrême. abandonner? Genre, ils mettent un pied dans l'eau et ouais, non, j'y vais pas. Abandonner. En fait, c'est pas vrai. Enfin, moi, je trouve que c'est pas vraiment de l'abandon, quoi. Ne Enfin, pas ne faire pas le. pouvoir le faire. Ouais, ne pas faire le départ de la course, oui. Sortir de l'eau au milieu du 100 mètres, par exemple, même, enfin, c'est entre guillemets que un 100 mètres, mais sortir de l'eau au milieu, j'en ai vu. Et aussi se présenter à la chambre d'appel et ne pas aller dans l'eau, j'en ai vu. Mais enfin, en fait, c'est bizarre, mais c'est pas comme en natation, parce que là, l'abandon, tu vois, c'est comme en natation, si tu prends pas le départ d'une course, si tu fais pas ta course jusqu'au bout, c'est un abandon, c'est un échec. En Hmm. eau glacée, même le fait de te présenter, t'as réussi, quoi. Après, on juge pas sur la performance, on juge pas sur est-ce que tu as réussi à faire, et quel est ton temps. En fait, on vient tous avec une problématique différente. T'en as qui ont peur du froid, t'en as qui savent pas trop nager, t'en as qui viennent parce qu'ils ont envie de penser à autre chose, t'en as qui viennent parce qu'ils sont en rémission d'une maladie et du coup, bah, le froid, ça les aide à traiter quelque chose et voilà. T'en as qui ont envie de se dépasser. Enfin, t'as vraiment absolument enfin, tous les panels de personnalité ou enfin, t'as tout le monde en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'insiste un peu sur ton côté échec, mais ça n'existe pas. Par contre, oui, il y a des personnes qui sont présentées et qui ont dit, en fait, aujourd'hui, je suis trop fatiguée. J'ai très envie de le faire, mais Hmm. je le sens pas. Et en fait, bah, ok, tu sens pas de faire cette épreuve.
C'est encore une fois un sport extrême. On n'est pas dans ta tête. Tu es le seul à prendre cette décision. Du coup, tu le fais pas. Moi, j'ai refusé, par exemple, une épreuve comme ça. En gros, je suis pas en équipe de France de nage en eau glacée. Pour rentrer en équipe de France, il fallait faire le 250 mètres. Et en fait, donc, il fallait faire ça au championnat de France. Donc, c'était ma première compétition d'eau glacée et tout. Et c'était le même jour que mes trois autres épreuves. Donc, déjà, j'avais fait trois épreuves de nage en eau glacée. Donc, C'est-à-dire 3 fois rentrer et sortie dans l'eau. c'est ça, trois fois rentrer, sortir, trois fois essayer de récupérer. Et puis surtout, j'avais, enfin, trois fois découvrir en fait cette sensation. Donc, enfin, c'était compliqué. Et le 250, c'était ma dernière épreuve. Et en fait, le 100 mètres, c'était tellement bien passé, entre guillemets, dans le sens où je m'attendais à un truc tellement horrible. Et en fait, c'était passé tellement vite, tu vois, que je m'étais dit, vas-y, on peut essayer de me le rajouter, je vais essayer de le faire. Et en fait, donc j'ai fait le 100 mètres, ma première épreuve, c'est mieux passé. 50 d'eau après, bah, record du monde. Après, on a mangé le midi. Et l'après-midi, j'avais le 50 nage libre. Donc, enfin, pareil, hein, record du monde. Improbable le truc. Et je sors de l'eau et en fait, tout le monde me dit, mais c'est bon, t'es hyper bien lancé, vas-y, essaye de faire le 250. Et en fait, j'ai dit oui, et puis 10 minutes après, je suis sortie, parce qu'il y a un sauna derrière, il y a toute une partie de réchauffement à faire derrière, et le sauna, je suis Ouais. restée dedans plus d'une demi-heure et je tremblais encore, parce que t'as l'after drop après, tu trembles en fait. Ton corps essaie de se réchauffer, et on appelle ça l'after drop. Et en fait, bah, au bout de 10 minutes, je me suis dit physiquement, j'en suis pas capable. Et du coup, je suis allée voir bah, ceux qui m'en avaient parlé et tout, donc il y a Jacques Tuzet et tout, qui sont dans l'organisation des championnats, et je lui ai dit, en Hmm. fait, je le sens pas. Donc il me regarde et puis il me dit, oh, ça va, t'es sûr? Et je lui dis, non, mais en fait, je suis trop fatiguée. Il me dit, ok. Tu sais, il a essayé un peu de pousser pour voir si j'avais juste un peu peur parce que c'était une épreuve que je connaissais pas. Et en fait, je lui dis, non, mais je le sens pas. Il m'a dit, ok, pas de souci. Et il est parti. Et enfin, il est parti parce qu'il m'a fait forfait, tu vois. Et puis après, il est revenu, il m'a dit, mais ça va et tout. Et puis il m'a aidé à me réchauffer. Et tout le monde m'a aidé. Enfin, tout le monde a été vraiment hyper sympa. Et quand je suis allée voir les autres pour leur dire, bon, bah, j'ai pas fait le 250, ils m'ont tous dit, ah ouais, enfin, ça allait pas. Personne m'a jugé sur le fait que j'ai annulé le 250 et ils m'ont même tous félicité par rapport à tout ce que j'avais fait. Enfin, déjà, de base, je voulais juste faire un 50 mètres, je voulais pas faire deux 50 et un 100 mètres. Donc voilà. Ok, ah, tu as dit plein de choses super intéressantes. Déjà, l'échelle pour descendre dans l'eau est en bois. Ouais. Je suppose que Oui, si elle était en métal, vous resteriez collé à la barre. c'est possible. J'ai C'est fait possible. exprès. Combien de temps ils mettent entre le moment où tu passes les épaules dans l'eau et le lancement du start? Euh, Bah, en fait, ils essaient de faire en sorte que ce soit le plus court possible parce que à partir du moment où tu rentres dans l'eau, tu as un risque d'hypothermie déjà. Hmm. Donc, normalement, en fait, tu te présentes. Il n'y a pas de, tu sais, les coups de sifflet pour monter sur le plot. Nous, on n'a Ouais, pas, on se présente à côté du plot, mais après, quand il faut y aller, en fait, ils nous demandent de nous déshabiller. Donc, on est en maillot. Donc, maillot, interdiction de mettre une combinaison. On n'a pas le droit de mettre non plus de graisse ou quoi qui nous protège du froid. C'est bonnet, lunettes. Les lunettes, c'est pas des lunettes qui te prennent le nez, c'est interdit. Donc, c'est pas des masques, c'est des lunettes de piscine. ouais, Et pour se déshabiller, enfin, pour se mettre en tout cas en tenue, donc pas de chaussures et tout, on a 5 secondes. Après, on se présente à côté de l'échelle, et là, ils nous disent de descendre dans l'eau. Donc, ils le verbalisent, et là, tu as 3 secondes pour descendre dans l'eau et pour mettre tes épaules dans l'eau. Alors, on a 3 secondes, dans le règlement, c'est marqué 3 secondes. Maintenant, c'est vrai qu'on met un peu plus, déjà, parce que va te motiver à descendre dans de l'eau aussi froide. Trois Mais secondes pour descendre, ouais, c'est c'est compliqué. On rude, n'a pas le droit de c'est rude. sauter. En Là, plus, ouais, on n'a pas le droit de faut sauter, donc faut déguster faire aussi. chaque étape, Ouais. marche par marche. C'est ça. Puis tu fais gaffe aussi, parce que si t'as un nageur qui commence à se sentir mal, parce qu'on peut faire une chute de tension ou quoi à cause du froid, donc faut faire hyper gaffe. Mais normalement, t'as 3 secondes pour descendre et être en position, enfin les épaules dans l'eau, au minimum. Faut être au minimum les épaules dans l'eau. Le regard vers la direction que tu vas prendre pour montrer à tout le monde que tu es conscient de ce que tu vas faire et que t'es pas en train de perdre connaissance. Et un bras au mur, donc un bras accroché derrière et la main devant, la main tendue vers la direction que tu vas avoir. C'est la D'accord. position de départ. T'as 3 secondes pour faire ça. Mais en général, ça dure moins de 10 secondes, hein, de toute façon, hein. Parce que à partir du moment où t'en as un qui commence à descendre dans l'eau, on se précipite tous parce qu'on sait ce que c'est en fait. Donc on va pas faire subir.
subir aux autres le truc. C'est pas comme en natation, tu vois, par exemple, où t'as des filles ou des mecs qui montent sur le plot, mais en dernier, tu sais, t'as tout Ouais, le monde qui est qui font au start. patienter. Voilà, et donc Continue à je bouger un citerai peu pas de les nom. épaules là pour faire des faux départs. Voilà, donc tu vois de qui je parle, enfin voilà. Mais il n'y a pas ça. Ça, nous, on n'a pas. On Ok. sait qu'on doit tous y aller, on y va tous. Alors, on y va tous à notre rythme. Donc, il y en a qui sont capables d'y aller très vite. Donc, ils sont trop forts. Moi, j'arrive pas. Mais j'essaie de le faire le plus vite possible, en tout cas. J'essaie de jamais être la dernière dans l'eau parce que ça se fait pas pour les autres, quoi. Enfin, on n'est Mm. pas, c'est pas un truc individuel. On est tout seul à faire notre distance, mais en même temps, on comprend ce que l'autre va subir, entre guillemets. Donc, du coup, bah, enfin, bouge, quoi. Dépêche-toi. T'as les autres qui sont déjà en train d'avoir mal, tu vas pas les laisser comme ça. Enfin, voilà. Ouais, j'entends tout à fait. Et alors, pour avoir déjà nagé sur une eau aux alentours des 11-12 degrés en mer, j'avais la sensation de plus. Alors, déjà, j'avais une combinaison en 2 mm de triathlon, et j'avais la sensation de ne plus sentir mes doigts, de perdre un petit peu les sensations. Ouais. Et du coup, quand je passais la zone de vague, c'était à l'océan, pardon, quand je voulais mettre mes palmes, comme je sentais plus mes pieds, je sentais plus mes mains, j'avais cette peur de perdre mes palmes. Et l'autre problématique que j'avais, c'est que les premières minutes, le froid me congestionnait les sinus et du coup, j'arrivais pas à souffler dans l'eau. Comment est-ce que tu fais, enfin je sais pas du coup si tu y arrives, pour souffler dans l'eau avec le froid qui te compresse totalement le visage? Alors, je comprends les sensations dont tu parles. Maintenant, moi, mon problème, c'était pas de souffler, c'était de prendre de l'air. J'avais l'impression, en fait, enfin, peu importe la quantité d'air que je prenais, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'oxygène dedans. Donc, je Ouais. m'étouffais. Donc, souffler, c'était pas trop une problématique. C'était pas vraiment ça. Par contre, le côté sinus congestionné et compagnie, ça, j'ai. Et j'ai une technique qui, du coup, est pas très. Elle est réglementaire, hein, parce que c'est dans le règlement, j'ai le droit. Mais en fait, Ouais. j'ai une énorme paire de lunettes. Je sais pas si tu as vu les photos que j'ai quand je sors de l'eau. J'ai Je vu suis la la seule marque à surtout à avoir. la sortie. Ouais. Voilà. Bah, en fait, je suis la seule à avoir. J'ai pas les petites suédoises ou les petites lunettes Arena, enfin les petits trucs trop mignons où t'es pas trop. T'es classe quand même quand tu les mets. Enfin, tu fais nageur. Moi, Ouais. j'ai c'est pas le masque parce que du coup, il prend pas le nez, mais j'ai l'énorme truc qui prend vraiment la moitié du haut du visage et enfin du haut du front jusqu'au niveau des pommettes. Et en Mhm. fait, je mets mon bonnet par-dessus le plastique du haut des lunettes. Ce qui fait que en fait, ces zones sont protégées par les côtés en plastique. Donc, ça veut dire que j'ai un temps de survie un peu plus long que si j'avais rien du tout pour les protéger. Donc, c'est D'accord. ma Bah, c'est pas méthode. bête, c'est les petites astuces. Bah, là, c'est tellement extrême que je comprends qu'on veuille grappiller quelques millimètres sur les joues ou sur le front. C'est ça. Euh, Autre point, donc tu disais que bah, du coup le froid engourdit totalement les membres et la mâchoire, ce qui fait que vous pouvez plus Ouais. fermer la bouche, qui fait que bah, vous avalez de l'eau. Est-ce Ouais. que tu mets quelque chose pour protéger les muqueuses au niveau des lèvres? Parce que je suppose que la brûlure sur les lèvres, ça doit faire des crevasses après horribles. Pas le droit de Euh, mettre une crème ou un truc pour se non, protéger? non, Ouais, tu mets rien. Alors après, moi, je fais pas enfin, encore une fois, je fais des petites distances et en plus, j'ai la chance de pas rester longtemps dans l'eau. ouais, Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui font 50 mètres et qui restent 5 minutes. Donc, c'est des problématiques que moi, je rencontre pas. Le côté rester longtemps et donc, du coup, les effets du froid, en tout cas à -5 degrés, qu'est-ce que ça fait sur ton corps? Ça, je t'avoue que je connais pas. Par contre, je sais que niveau règlement, c'est interdit de mettre une crème ou quoi. Donc déjà, rien que ça, on n'a pas le droit de le faire. Donc je peux te dire que personne ne le fait. d'accord, Vraiment. d'accord. Oui, parce que là, sur un 100 mètres, au pire des cas, incluant le temps d'entrée dans l'eau et de sortie de l'eau, tu passes jamais plus de 2 minutes dans l'eau. Moi, je reste 2 minutes, 2 minutes 15 à peu près, 2 D'accord. minutes 20 maximum dans l'eau. Et ceux qui font du coup la distance la plus longue, c'est le kilomètre. Ouais, Bah, je suppose que bien évidemment on le nage moins vite qu'en natation course en eau tempérée. Donc ils ouais. doivent passer près de 20 minutes dans l'eau à peu près. Le règlement dit que tu peux faire le kilomètre avec, à vitesse que tu veux, enfin autant que tu veux, mais à partir de 23 minutes, ils te sortent de l'eau. Dans tous les Il y cas, a, ouais.
il Il y a une limite de t'arrête. temps. Donc en fait, voilà. Donc en fait, faut que tu nages plus vite. Mais ouais, non, le kilomètre, enfin, peu importe la distance, en fait, même le 500 mètres, même le 50 mètres, t'as 23 minutes maximum dans l'eau. Après, on te sort. Donc, après, c'est pas. En fait, je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, on fait tous le même sport parce que c'est nager dans de l'eau glacée, mais en même temps, on fait pas le même sport. Parce que, par exemple, moi, je nage très. Enfin, mon but, c'est de nager très vite dans une courte distance. Mhm. Euh, et donc, du coup, mon effort physique ne ressemble à rien du tout et mes sensations n'ont absolument rien à voir avec la personne qui va faire un 50 mètres tranquille en 5 minutes. Parce que moi, du coup, c'est vraiment ma dépense énergétique, musculaire. Enfin, j'ai vraiment un truc hyper spécifique qui me demande énormément d'énergie, mais sur du court terme, avec du froid. Mais en fait, j'ai toute la sensation douloureuse, atroce du froid. J'ai pas le côté anesthésique et tout, en fait. Je reste pas assez longtemps dans l'eau pour ça. Mhm. Par contre, la personne qui reste 5 minutes, elle faut qu'elle reste dans l'endurance. Donc, du coup, ça, c'est encore une autre performance. Mais il faut pas non plus qu'elle s'endorme. Il faut qu'elle arrive à finir son truc. Et il y a tout ce. Enfin, en fait, c'est hyper. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est hyper différent. C'est pour ça qu'on peut pas vraiment Je juger. vois ce que tu veux dire. Ben, c'est pas un sport qui est réservé aux nageurs en fait. C'est Non. tout le monde peut y aller. On y va prioritairement pour le froid avant d'y aller pour la perf en fait. Ouais. Euh, mais du coup, tu arrives quand même à retransmettre tes qualités d'appui en tant que nageuse dans l'eau glacée ou est-ce que tu le fais de manière totalement automatisée parce que tu ressens rien en fait? Est-ce que tu ressens tes appuis dans l'eau? Alors, non. Honnêtement, je te dirais que non. Je pense que c'est de l'automatisme. En fait, le seul truc auquel je pense quand je suis dans l'eau, pour le 100 mètres, c'était ma première épreuve, encore une fois. Mon objectif, c'était de faire un 50 mètres. C'est ce que j'avais dit à tout le monde et ce que tout le monde m'avait dit. Tout le monde m'avait dit, mais on s'en fout. Si tu fais pas le 100 mètres, on s'en fout. T'as le droit de sortir au bout, t'as le droit de sortir au milieu, tu fais ce que tu veux. Donc, Mhm. mon objectif pour moi, c'était je fais le 50, je touche le mur et je regarde comment ça se passe. Et en fait, j'ai tellement découvert de nouvelles sensations que je connaissais pas que j'ai pas fait gaffe à mes appuis. Enfin, honnêtement, hein, j'ai pas fait gaffe à est-ce que je pose bien ma main, est-ce que vraiment je pousse jusqu'au bout et tout machin. Est-ce que j'ai ma tête qui est baissée? Clairement, ma tête était levée. J'étais carrément en water polo, donc vraiment tête sortie parce que vraiment le froid, enfin, c'était hyper spécial. Mais j'avais pas ce recul sur ma technique. Je l'ai eu un peu plus sur 50 nages libres parce que c'est ma spé, parce que j'ai mon côté nageuse qui me dit ouais, je peux pas y aller et faire n'importe quoi quand je nage. Enfin, je peux pas nager n'importe comment. J'ai passé tellement d'années à nager, ça va, faire un 50, je devrais y arriver. Mhm. Mais en fait, le froid fait que tu sens pas tes appuis. Tu sens pas, tu sens la main, enfin l'eau sur ta main, mais au bout de 10 mètres, t'as mal partout. Donc la Ouais. sensation est pareille partout. Et en fait, c'est juste ton cerveau qui informe à tes jambes, accélère. Enfin, après, c'est pour moi, hein. Donc, peut-être que d'autres nageurs diront autre chose, mais pour moi, dans ma tête, c'était euh, soit mon cerveau disait à mes jambes d'accélérer, fallait que je fasse attention à mon bassin aussi, parce qu'ils font attention à ça. En fait, si tu nages pas à plat, ils font attention à bah, tout ça parce que ça veut dire que tu as un début d'hypothermie. Il faut pas que ton bassin, en fait, il commence à descendre dans l'eau. Donc, je pensais à lever mon bassin. Alors après, encore une fois, moi, j'avais pas une distance trop longue, mais mon protocole d'avant, il est un peu spécial. Ça, je t'en parlerai après. Je suis la Ouais. seule à faire un truc un peu spécial, mais du coup, il fallait que je fasse attention à ça. Il fallait que je fasse attention à ma fréquence de nage aussi, parce qu'au 50 mètres, si tu nages vite, je sais qu'il faut avoir une certaine fréquence, Mhm. mais je faisais pas attention à comment est-ce que je place ma main. Est-ce que mon mouvement sous l'eau est nickel? Est-ce que ma sortie d'eau est parfaite? Est-ce que je rentre bien ma main au bon endroit? Est-ce que ma main rentre à plat? Je m'en foutais. Ça, Je mais voulais tu peux juste même pas nager en vite. avoir conscience. Ouais, non. Ça fait trop mal. Bah, si tu me dis que tu nages dans un Ouais. bassin de morceaux de verre et que tu en avales, je peux entendre que si le bras il est pas à 5 centimètres d'allonge supplémentaire, on s'en cogne un petit peu, quoi. Ouais, ouais, tu t'en Mais fous. C'est le froid est tellement important que du coup, bah, ça active vachement le système nerveux parasympathique, qui a un effet de ralentissement, on va dire, un petit peu de l'organisme, donc il va faire chuter la fréquence cardiaque. Euh, Comment est-ce que tu fais pour relancer? Parce qu'en fin de compte, c'est un effort de sprint. Donc, il faut faire un ouais, effort où tu vas lancer la fréquence cardiaque maximale. Tu vas essayer de mettre euh, u- une fréquence optimale pour une amplitude maximale, on va dire. Et le cœur, il va devoir se relancer alors que le corps dit calme-toi. Quelle est la ouais. part de conditionnement mental
dans la nage en eau glacée? Euh, je pense pas avoir assez d'expérience ou d'entraînement, parce qu'encore une fois, j'ai fait que 2 compètes, hein. Donc, Hmm. je pense pas avoir assez d'expérience là-dessus. Par contre, ce que je peux te dire, encore une fois, c'est que quand je suis dans l'eau, mon cerveau, il me dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Sors d'ici. Et le seul truc auquel je pense, c'est de sortir de l'eau. Et donc, du coup, d'aller chercher cette échelle et de l'attraper et de me jeter en dehors de l'eau. Donc, Ok. Donc c'est vraiment de la c'est, survie. ouais. Après, il y a eu la seule fois où ça a été différent, où j'ai vraiment, je vais pas dire que j'ai subi à chaque fois, hein, parce que on dirait là que j'ai vraiment souffert à chaque fois, mais c'est pas vraiment le cas. Enfin, il y a quand même des choses positives dedans, hein. Il y a quand même des éléments qui font que tu y retournes, parce que sinon, tu fais ça une fois, puis c'est fini. Mais par exemple, pour le 100 mètres au championnat du monde, il y a eu un truc en plus, c'est que j'ai nagé à côté bah, d'une Allemande, là, Alicia Fatoum. C'était celle qui avait le record du monde du 100 nage libre avant. Hmm. Elle, elle est monstrueuse, enfin, elle est exceptionnelle dans le milieu. C'est la plus rapide au 1 km, au 500, au 250. Enfin, elle gagne tout, elle est trop forte. Elle enchaîne les courses, en plus, tu la verrais, elle, pour elle, le froid, c'est rien du tout. C'est Ah ouais? l'eau à 3 degrés, c'est un bassin à 25 degrés pour tout le monde, tu vois. Et en fait, le fait de nager à côté d'elle, euh, parce j'ai gagné avec moins d'une seconde d'avance quand même, donc c'est quand même très très peu. Enfin même 4 centièmes du coup pour lui donner l'idée. Hmm. On a partagé un truc, enfin c'est très bizarre, mais on a partagé quelque chose. C'est-à-dire qu'on était toutes les deux en souffrance avec le froid. Elle souffrait moins avec le froid, mais elle souffrait plus dans la nage, et moi je souffrais moins dans la nage, mais plus avec le froid. Et D'accord. du coup, c'était un truc euh, vraiment, enfin vraiment unique et vraiment agréable. Et là, j'ai pas vraiment pensé à ma technique, encore une fois, et je pensais un peu moins à sortir de l'eau. J'étais juste en train de profiter du fait que j'étais dans une eau à 3 degrés 7, en train de faire un truc, alors qu'il y a 3 mois, j'avais pris la voiture, que j'étais vraiment pas du tout enfin, dans cet état-là. Et j'entendais les gens hurler aussi au bord du bac. Enfin, tout le monde criait, j'entendais tout le monde nous encourager et tout, c'était trop bien. Et du coup, bah, c'est encore une fois, c'est différent que la natation, tu vois, tu penses pas à ta technique, tu penses pas à la perf, tu partages ça avec les autres. Ok. Et vraiment, même elle l'a ressenti aussi, tu vois, alors que on est toutes les deux des compétitrices, on avait toutes les deux pas envie de se faire battre, tu vois, donc j'ai donné ma vie, hein, le dernier 25, hein, parce que c'était hors de question que je touche derrière, tu vois. Mais, euh, mais enfin, c'est des éléments un peu différents qui font que, comme tu es en train de faire un sport extrême, tu penses pas aux petits détails, à bien poser ta main, à fermer ta main correctement, mais pas trop la serrer, à Hmm. relancer sur ta jambe droite parce que tu sais que tu as ton bassin qui est pas droit, tu vois, quand tu respires sur le côté. Tu Déjà, penses pas à c'est ça, en essayer de fait. faire qu'ils partent pas vers le fond pour pas être disqualifiés. C'est ça. Et puis, tu as les virages, faut que tu fasses attention aux virages aussi, il faut bien que tu touches, que tu montres au juge de nage que tu touches le mur, que tu repars, que tu fais pas une coulée de plus de 5 mètres, parce que tu commences à moins sentir le froid. Donc, au championnat du monde, c'était en bassin de 25. Donc, ça veut dire qu'on avait un, deux, trois, on avait 3 virages à faire, et le troisième, tu commences à moins sentir le froid Hmm. et moins la douleur. Donc, du coup, tu as envie de pousser la coulée. En plus, le réflexe de nageur, quand tu veux accélérer et un peu battre la personne qui est à côté, qui spécialise d'eau libre, qu'est-ce que tu fais? Tu pousses la coulée. Bah Hmm. non, tu peux pas, parce que t'as pas le droit de faire plus de 5 mètres. Donc c'est Oui, c'est il faut différent. savoir qu'en natation course, on a le droit jusqu'à 15 mètres de coulée et que la coulée, Ouais. c'est la zone où il y a le moins de résistance à l'avancement par rapport à la surface. Donc c'est là où on va le plus vite. C'est pour ça qu'on a une réglementation qui nous empêche de faire plus de 15 mètres. Sinon, il y en a qui en profiteraient. Et là, oui, c'est vrai que du coup, 5 mètres, c'est sortir la tête avant les drapeaux, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, Euh, tu Tu pousses as à la dit quelque surface, quoi. chose d'intéressant. Tu as dit que tu étais frileuse. Oui. Alors c'est un petit peu dichotomique d'aller dans une eau à 5 degrés. Et comment tu te considères frileuse? Bah, là, par exemple, j'ai un pull et une veste, alors qu'il doit faire à peu près 21 degrés, là, dans la pièce dans laquelle je suis, et j'ai froid. D'accord. Donc, non, je supporte pas le froid, en fait. Je déteste le froid, et même en été, j'ai un pull parce que j'ai froid. Donc, je ne tolère pas le froid du tout. Et il y a le petit côté aussi, bah, j'ai fait des tests avec la maison d'urne et tout, et en fait, on se rend compte que je tolère moins le froid qu'une personne
classique, pas un D'accord, sportif de haut niveau, tu vois, mais une personne classique, et du coup, bah, je souffre plus des effets du froid. En fait, je ressens plus le froid, on va dire. d'accord. Et, euh, et du coup, c'est pas très agréable. Bah, par exemple, en eau glacée, les gens en général ont de la graisse brune. C'est de la Oui. graisse que tu fais à force de t'entraîner et tout, ça protège tes organes. Et du coup, bah, ils ont une moins forte sensation de froid. Moi, je l'ai pas. Du coup, je souffre Mm. plus que quelqu'un qui s'entraîne. C'est ça. Plus, en tout cas, Alors depuis plus longtemps. pour ceux qui sont pas dans le milieu, il faut savoir que on a du tissu adipeux, donc c'est le gras qu'on a soit en sous-cutané, soit entre les viscères. Normalement, c'est une graisse qui est plutôt blanche pour nous occidentaux. Si on va dans des pays plus froids, ils vont avoir tendance à avoir plus de tissu adipeux dit brun, qui est en fait un tissu qui est pas plus vascularisé, mais qui est plus riche en mitochondries et du coup qui permet de reproduire plus d'énergie sous forme de chaleur, donc qui aide à la thermorégulation et qui va permettre de moins souffrir du froid, en quelque sorte. Mais pour ça, déjà, il faut avoir une certaine quantité en tissu adipeux et très riche en mitochondries. Et d'ailleurs, est-ce que tu as perçu des adaptations entre avant de t'entraîner en eau froide et après avoir fait des compétitions en eau froide? Est-ce que tu as ressenti une plus grande résistance au froid? Oui. Alors, bah oui. En plus, là, je peux te donner une petite anecdote. Il y a 4 jours, j'ai refait un test à la maison du hand, Hmm. sans entraînement. En fait, la dernière fois que j'avais fait de l'eau froide, c'était du coup en janvier, c'était au championnat du monde. Enfin, de l'eau glacée plutôt. Et, euh, et là, bah, en descendant dans l'eau, qui était du coup à 8 degrés, donc qui était chaude par rapport à ce que je suis censée faire, j'ai fait un début de malaise et j'ai eu une chute de tension au bout de 30 secondes, même pas. Du coup, mais en souffrance ultime, mais j'avais jamais eu ça pendant le premier test. Donc c'est normal, hein, c'était pour voir comment j'étais, comment je me sentais, et surtout sans entraînement, qu'est-ce qui se passait dans mon corps, pour pouvoir créer un protocole d'adaptation, pour pouvoir préparer en tout cas les championnats d'Europe. Donc sans entraînement au froid, je sais comment je réagis avec le froid. Et après, je sais que plus je m'entraîne avec le froid, la grosse différence que j'avais retenue, surtout, c'était vraiment le sommeil. Ça me fatiguait, mais ma qualité de sommeil était bien meilleure. Et la deuxième chose, donc je pense que toi tu me parlais plutôt de côté physique, là je vais pas vraiment te parler de côté physique, j'ai pas vraiment eu d'évolution physique en fait, parce que j'ai pas eu assez de temps pour m'entraîner. Mhm. Mais la deuxième chose, c'est que je suis pas tombée malade. Tous les hivers, j'ai la grippe. Mais à chaque fois, et là je peux prendre tous les compléments, je peux faire attention à mon alimentation, à tout ce que tu veux. Mais il n'y a Ouais. rien qui change, j'ai tout le temps la grippe. Mais là, cette année, voilà, je sais pas si c'est lié à ça, moi je pense que oui. Mais j'ai pas chopé enfin, je suis pas tombée malade et surtout, j'étais capable de pas mettre de pull alors que tout le monde avait froid dans la maison, quoi. Moi, j'étais bien en fait. Donc, je sais que ma tolérance au froid a été, enfin, en tout cas dans l'eau, c'est retranscrit sur la tolérance au froid à sec, donc température classique. Hors de l'eau. Enfin, voilà, Ok. hors de l'eau, merci. Ouais, donc tu penses qu'il y a quand même une amélioration, même au niveau du système immunitaire, en fait, que ça Ouais, renforce le corps dans son métabolisme. ouais, c'est sûr. Bah, Euh, après, faut faire, enfin, il y a ça, mais enfin. T'as plein de personnes qui vont dire oui, mais moi quand j'ai froid, après je tombe malade et tout. Oui, parce qu'il y a le côté réchauffement derrière en fait. Ça, c'est des trucs que j'ai testés sur moi en fonction de ma façon de me réchauffer. Et des fois où je suis plus affaiblie que d'autres. Et du coup, il y a des fois où je peux potentiellement plus facilement tomber malade que d'autres. Mais ça dépend en d'accord. fait de comment est-ce que tu te réchauffes, combien de temps tu mets à te réchauffer, quelle est la méthode que tu fais pour faire ça. Est-ce que tu te reposes derrière ou pas? Enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, mais. Et du coup, je En teste parlant de encore des choses, donc c'est marrant. réchauffement, quand tu sors de l'eau après ta Ouais. course, donc là, bah, je suppose que l'hypothermie doit être terrible. Euh, Quel est le protocole qui est mis en place pour vous faire remonter à une température avoisinant les 37 degrés? Euh, alors, il y a deux protocoles différents. T'as ceux qui font le 500 et le 1 km, ils ont quelqu'un qui reste avec eux pendant au moins 24 heures et ils ont pas le droit d'aller dans l'eau pendant 24 heures. Et en fait, là, tu as un médecin qui les suit et qui vérifie que leur fréquence, leur tension, enfin tout ça, tout redevienne entre guillemets à la norme et que Mhm. ça se passe bien.
Pour ceux qui font le 50, 100 et 250, on n'a personne qui nous suit derrière, donc on se débrouille entre guillemets. Mais en fait, ils nous laissent des zones de réchauffement, donc il y a plusieurs façons de se réchauffer. T'en as qui préfèrent aller courir, faire un footing derrière. Leur principe à eux, c'est que, en gros, les plus gros muscles du corps humain, c'est les cuisses, Mm. enfin, toute cette zone-là. Et du coup, bah, si tu les fais fonctionner, ça te réchauffe plus vite le corps qu'autre chose. Et en fait, ils font réchauffer le corps de l'intérieur, donc musculairement, quoi. Il y a d'autres techniques. Après, tu as les bains chauds, donc ça te fait réchauffer de l'extérieur vers l'intérieur. Et après, tu as le sauna ou hammam, des trucs comme ça, où en fait, tu vas dans du chaud, tu mets des couvertures sur toi pour te réchauffer de l'extérieur, et en plus, tu inspires de l'air chaud, du coup, ça t'aide à réchauffer aussi tes organes vers l'intérieur. Ouais, Donc, il y puis a, il ça y a plusieurs doit méthodes différentes. décongestionner toutes les bronches, les sinus. Ouais. Ça doit faire du bien, ça. Et puis, tu bois un petit thé chaud à l'intérieur aussi, c'est plutôt ça, c'est plutôt agréable, ça. Ça doit être le meilleur moment de la course. Franchement, ouais. Après, tu trembles de froid à l'intérieur. Enfin, ma première course, j'ai tremblé de froid pendant 45 minutes, bah, après le 100 mètres, dans un sauna à 90 degrés avec deux couvertures d'hiver et un thé chaud. Donc, D'accord. en fait, tu partages ça avec les autres et les autres te rassurent, ils t'expliquent comment ça va se passer, comment ton corps va réagir, parce que c'est des températures que j'avais pas connues encore. Donc, c'est des moments assez agréables, mais c'est un peu. Enfin, faut pas le passer tout seul, quoi. Parce que j'aurais été toute seule dans le sauna, j'aurais pas vécu de bons moments. Et finalement, bah, j'ai des belles vidéos, on a eu des bons gros fous rires à l'intérieur. Donc, non, franchement, c'est sympa. Enfin, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. La chose à ne pas faire, c'est attendre que le temps passe, quoi. Mm. Si tu fais ça, tu vas dépenser énormément d'énergie et tu vas pas aider ton corps à se réchauffer, quoi. Donc, mais bon, chacun sa méthode. C'est pas la mienne, Ouais, mais chacun c'est. sa méthode. Il faut avoir un mode de fonctionnement quand même très, très protocolaire, hein. Ça reste un sport extrême. Faut pas s'amuser à faire C'est ça, n'importe quoi, sinon on risque le malaise, quoi. c'est ça. D'ailleurs, est-ce que tu as vu déjà des malaises en compétition là? Tu as dit qu'ils avaient une ceinture obligatoire à avoir à partir d'une certaine distance, qui va devenir obligatoire pour toutes les distances, donc de manière à Ouais. pouvoir vous attraper si jamais il y a un malaise. Est-ce que tu as vu des accidents dans cette discipline? Non, non. Tant mieux. Non, parce que bah, je vais revenir sur le sujet qu'on a eu tout à l'heure. En fait, quand tu te sens pas de le faire, tu le fais pas. Et quand tu sens que ça va pas aller dans ta course, tu as le droit de sortir. Donc, Ok. on est tous responsables de nous, on est tous autonomes dans le sens où on se connaît, en fait. Enfin, dans ce sport, tu es obligé de te connaître. Hmm. C'est pas un entraîneur qui va venir te voir et qui va te dire maintenant c'est bon, va faire ton 200 papes. Parce que déjà, il n'y a pas de 200 papes, mais tu vois l'idée par rapport aux nageurs. T'as pas quelqu'un qui va venir te voir et qui va te dire, va faire ton 250. Si t'as pas envie de le faire, si tu le sens pas, en fait, c'est ta vie. Enfin, entre guillemets, c'est ta vie qui est en jeu. Donc, non. Enfin, si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Et si tu te sens pas de le faire, t'as le droit de sortir. Donc, Ok. Et il y en a pas qui ont j'ai aussi. pas vu de malaise. D'accord. Oui, parce que comme c'est extrême, il y en a qui pourraient pousser un petit peu la machine et dire bon, mais je suis pas super en forme, mais j'ai pas fait tout ça pour rien, j'y vais quand même. Et sur Bah, en 250, fait, enfin, problème ou pas, entre guillemets, c'est pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de nageurs qui viennent de nageurs avec leur mentalité de nageur. hmm, C'est-à-dire, le truc, t'es inscrit à une course, tu l'as fait, quoi. Enfin, c'est dans n'importe quel sport, t'es inscrit au truc, tu t'es levé, tu t'es entraîné, fais-le, quoi. Et en fait, ouais, je pense que tous ceux qui font du sport extrême te diront la même chose. Ceux qui plongent à je sais pas combien de mètres de haut, là, s'ils le hmm, sentent pas, ils le font pas, hein. hmm, Si ils se sont disputés avec toute leur famille la veille, que le matin on leur annonce que de toute façon, quoi qu'ils fassent, ils vont se faire insulter par tout le monde, que de toute façon, s'ils tombent, ils vont se casser une jambe, c'est sûr, bah, ils le feront pas, hein, ils sauteront pas, hein. Nous, c'est pareil. C'est si on se sent pas bien, si on n'a pas envie, si on n'est pas capable en tout cas de mettre de côté certains facteurs, bah on le fait pas. ouais. Du Faut coup, pas t'as pas de faire malaise. preuve d'inconscience, quoi. Voilà. Mais Et ça, donc, encore une fois, il y a pas de nageur, donc du coup, on n'a pas encore ce côté-là. et d'ailleurs, c'est une bonne question, ça, parce que on a quand même énormément de bons nageurs en France, Ouais. mais on en trouve très peu qui pratiquent de l'ice swimming. Pourquoi tu penses qu'il y a si peu de retransmission? Est-ce que c'est parce que la discipline est relativement jeune, ou est-ce que c'est la peur du froid, ou est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles on ne C'est penserait pas pas la au même. premier abord?
C'est pas le même sport. C'est comme si tu demandais à un nageur de water polo de faire de la natation synchro. Ouais. En fait, c'est dans de l'eau, c'est de la distance, il y a du temps, mais en fait, il y a des facteurs qui sont tellement à prendre en compte, qui sont tellement différents que c'est pas du tout le même sport. C'est encore difficile, même pour moi, hein, aujourd'hui, hein, de différencier les deux. Mais enfin, la natation et l'ice swim, en fait, ça n'a rien à voir. C'est comme la natation et le sauvetage. Là, Mm, en sauvetage sportif, on ramène un mannequin de 80 kilos. Tu peux pas comparer les temps aux 50 mètres avec le mannequin et les 50 mètres en natation. Ben, bien sûr. en nage en eau glacée, c'est pareil. Donc, c'est des spécialités. Il y a des personnes qui sont plus tolérantes au froid, puis il faut accepter la douleur aussi. C'est pas du tout la même que celle en natation, hein. Mm, Puis ça dure plus longtemps, il y a tout le côté derrière, l'after drop à gérer, tout le réchauffement à gérer, puis les entraînements, enfin, ça n'a rien à voir. Donc, ok. peut-être que ça va intéresser, ça va pas tarder à arriver au jeu, apparemment, au jeu d'hiver. Donc à voir, là, il y en a peut-être qui vont venir et qui vont s'y intéresser un peu plus, mais là, je pense qu'ils vont déjà s'intéresser aux Jeux de Paris 2024, là, dans leur discipline à eux, et après, ils verront. On verra. Ok. Bon, on va voir l'évolution, hein. Exactement. Et tu nous as parlé du coup du protocole de réchauffement. Et, euh, Ouais. et est-ce que tu mets en place des protocoles de refroidissement avant d'y aller pour te préparer? Bon, bien évidemment, mentalement, ça fait partie aussi de ton métier, mais Mm. physiquement, physiologiquement, est-ce que tu te prépares à aller dans l'eau froide ou est-ce que tu es en manteau et tu retires le manteau en maillot de bain, tu pars? Alors, bah, du coup, tu me tends la perche. Moi, j'ai un protocole unique. Je suis la seule au monde à faire ça. Bonne idée ou pas, on n'en sait rien, mais en tout cas, ça fonctionne pour moi. En Mhm. fait, pour éviter l'hypothermie, tout le monde descend dans l'eau hyper chaud. C'est-à-dire qu'ils essaient de se réchauffer au maximum. Donc, ils bougent au maximum, ils portent le plus de couches possible, ils essaient vraiment de rester le plus chaud possible pour avoir la D'accord. température corporelle qui monte au max. Et en fait, le fait de nager, au lieu d'avoir une température corporelle normale et du coup de chuter et de risquer de tomber en hypothermie, eux, ils partent du principe qu'il faut avoir une température corporelle hyper haute pour ressentir moins violemment les effets du froid et presque arriver à la température normale quand ils sortent de l'eau. En tout cas, je te parle des courtes distances, hein, pas des longues. Les longues distances, il faut vraiment rentrer dans l'eau chaude. Mais moi, je fais des courtes, donc je te parle des courtes. Donc du coup, tout le monde parle de ça. Le problème, c'est que quand j'ai testé des entraînements en eau froide, c'était pas glacé, donc froide, c'est entre 10 et 5 degrés, et glacé, c'est 4,9 et moins. Donc quand je faisais mes entraînements en eau froide, en fait, je me suis rendu compte que j'avais un choc thermique, en fait. Les effets du choc thermique, quand je descendais dans l'eau, avec une énorme difficulté à respirer, mais vraiment trop prononcée. Mhm. Bah, tout ce que je t'ai décrit, en fait, le poids sur la poitrine, vraiment, on t'arrive pas à respirer, la douleur du froid partout, enfin, truc vraiment pas sympa. Et on s'est rendu compte que en me refroidissant, j'avais moins ces effets-là, et j'étais capable de me mettre plus vite en action, et du coup, bah, de nager plus vite, et donc du coup, de sortir plus vite de l'eau. Et du coup, ça fait que avant de nager, donc je m'échauffe à sec parce que je vais faire un effort musculaire, donc il faut forcément s'échauffer, enfin musculairement. Et en fait, je porte un gilet de cryo, donc avec des blocs de glace à l'intérieur, pour refroidir mon corps au maximum. Ça fait aussi que j'ai froid Mhm. avant de nager, déjà, et je porte j'ai un peignoir très très fin, mais vraiment, vraiment hyper fin, alors que tout le monde a des parkas, des moon boots, enfin des trucs d'hiver. Mhm. Moi, j'ai un peignoir très très fin pour rester vraiment enfin, que ma température corporelle descende le plus bas possible, quoi. Ok. Et du coup, ça fait Oui, et que puis j'ai pas de choc thermique. ça lance déjà ton corps à produire rapidement de la chaleur. Donc tu as moins ce contraste quand tu descends dans l'eau parce que tu t'es un peu préparé. Ah, c'est pas bête hein, de le voir comme ça. Faudrait- Mais après, après encore une fois, tu vois, genre, on teste sur moi et enfin, je vais revenir sur les chiffres qu'on a sortis, hein, je reste 2 minutes 20 maximum dans l'eau. Donc Hmm, ça veut dire que l'hypothermie, je risque une hypothermie, mais je reste pas assez longtemps non plus pour que ce soit dangereux. Tu vois, hmm. par exemple, une personne qui nage 5 minutes ou 50 mètres, elle peut pas avoir le même protocole que moi parce que là, ça va être trop dangereux pour elle. Surtout ceux qui font le 1 kilomètre, enfin, jamais de leur vie, il faudrait qu'ils fassent ça. C'est beaucoup trop dangereux. Ils risqueraient vraiment d'avoir un énorme problème pendant leur épreuve. Donc, Oui, au ça, c'est contraire, il mon faut protocole qu'ils à moi. gardent un maximum de chaleur. Ouais. C'est Ouais. Ah oui, il faut qu'ils 20 emmagasinent un minutes dans maximum l'eau de froide, chaleur. mais quelle horreur. Ouais. Quelle horreur. Ah, Y quelle penser. idée! Quelle idée! Ah, tu peux être que champion, tu le finis, t'es champion. Ah bah ouais. Bah, tu prends le départ. Ouais, Tu te dis, déjà, je vais faire 1000 déjà, dans ta tête, c'est.
Et T'es pour le avoir une meilleur. idée Enfin, de l'effectif, quand tu as plongé pour les 50 et 100 mètres, il y avait combien de concurrents avec toi? bah, c'est comme en bassin. Il y a des lignes. En fait, ils ont cassé la glace et ils ont créé un bassin artificiel dans l'eau. Hmm, Donc, on avait 8 lignes, si je me souviens bien. C'était un bassin de 25. Et après, il y a une vingtaine de séries. Mais t'as tous les pays, quoi. ouais. Donc, Ouais, donc ça fait comme une compétition départementale, mais à l'international, quoi. ouais, t'as quand même le côté hyper strict du timing Ouais, avec type championnat de natation, avec à la minute près quelle série part. Donc c'est quand même d'accord. hyper professionnel, mais t'as quand même pas mal de personnes, quoi. Après, tant mieux, parce que ça te permet de te réchauffer. Si tu fais 2 épreuves dans la journée, par exemple, ça te permet de te réchauffer en fait entre tes 2 épreuves. Parce que du coup, t'as toutes tes séries qui doivent finir, plus après, t'as la série, enfin l'autre épreuve garçon, et après, c'est à ton tour. Ou fille, enfin peu importe dans quelle catégorie tu concours, mais ça te permet ouais, d'avoir une bonne partie de réchauffement. Donc je pense que c'est un peu calculé aussi, ça. Faire en sorte qu'il n'y ait pas 3 personnes, parce que du coup, ça serait impossible. On a géré une épreuve par jour et c'est fini, quoi. Hmm. Ouais, puis il faut pouvoir les enchaîner, hein. Quand tu dis qu'il y en a qui se font quasiment toutes les courses sur la journée, qui doivent plonger à plus de 5 reprises, plus les Bah, temps de ouais. réchauffement derrière, c'est impressionnant. Ils, ils vont avoir un problème d'ailleurs, parce que. Enfin, un problème. En gros, normalement, on fait du one shot, c'est-à-dire qu'on a une épreuve, on l'a fait une fois et c'est fini. Hmm. Là, pour les championnats d'Europe, ils vont instaurer le série finale Hmm. qu'on a en natation, ce qui fait Donc que le principe de série finale, pour ceux qui ne sont pas dans le monde de la natation, c'est en gros, ils vont plonger par exemple le matin, ouais. et les 8 premiers, les 8 meilleurs temps vont être qualifiés pour faire la finale. Donc il y a plusieurs types de finales selon l'âge, enfin selon la catégorie, et ils vont ensuite avoir les finales l'après-midi. Donc techniquement, ils vont devoir plonger 2 fois sur la même course, et pour ceux qui sont vraiment à haut niveau et qui savent se gérer, ils savent aller suffisamment vite pour se qualifier en finale, mais garder des réserves pour la finale, et battre le record au moment de la finale. La problématique en ice maintenant, c'est est-ce que je me réserve, je nage pas trop longtemps, mais je reste plus longtemps dans le froid. Enfin, je nage Hmm. pas trop vite, mais je reste plus longtemps dans le froid. Ou est-ce que je me défonce, je mets toute mon énergie dedans en série, je fais un record ou pas, mais je nage très vite. Et dans ce cas-là, je suis fatiguée après. Et alors ça va être marrant, ça. Ouais. Ah bah ça va mettre des nouveaux protocoles en place, hein. Bah, je crois qu'il y a dans le règlement, alors ça, il faut que je redemande parce que j'ai pas très bien compris, mais je crois que du coup, on n'a pas le droit de nager si on a moins de 2 heures entre 2 épreuves, pour toute la partie réchauffement. Et du coup, D'accord. bah, ça demande une sélection des épreuves, ça dépend, ça demande une stratégie. Pour ceux en tout cas qui veulent de la performance, alors quand je dis performance, pour moi, faire un 50 mètres en 5 minutes, c'est une performance, hein. Hmm. Mais là, je te parle de record ou autre, ou titre, en tout cas, ou médaille au championnat d'Europe. Il va falloir calculer comment faire et choisir bien soigneusement ton programme. Hmm. Voilà. Oui, là on peut pas se permettre d'enchaîner les 50 mètres en se disant bon, c'est pas Non, grave s'il y a qu'une série entre les deux. Il faut au moins 2 heures non, de réchauffement derrière. ouais. Et, et je pense, enfin, ce n'est qu'une supposition, mais que si c'est une discipline qui arrive aux Jeux Olympiques d'hiver, il risque d'y avoir beaucoup de nageurs, et que la compétition va être de plus en plus rude. Ce sera peut-être Ouais. moins ouvert à tout le monde et de plus en plus élitiste, de ceux qui ont déjà les appuis et la technique et qui ont que la confrontation au froid, contrairement à ceux qui vont avoir la confrontation plus la problématique du milieu aquatique. Après, Euh, je sais que dans les autres pays, il y a déjà ceux qui sont qualifiés en équipe qui participent. Donc, les Allemands ou les Italiens et même un Américain qui sont venus et qui sont dans les équipes de leur pays. Donc, il y a d'accord. déjà du très très bon niveau, euh, même en France, hein. Enfin, même en France, on se débrouille quand même pas mal, mais il y a quand même déjà du très très bon niveau en ice. Alors après, toute la progression qui va arriver là derrière, ça va être sur le côté réglementation avec les virages, comment est-ce qu'on fait pour faire un virage sans perdre de temps.
Et les Mm. protocoles de froid aussi, comment est-ce que tu fais pour t'habituer au froid? Comment est-ce que tu fais pour moins subir? Donc, D'ailleurs, ce sont pas forcément. en parlant de prépa à ce type d'épreuve, comment est-ce que tu as géré ta préparation? Qu'est-ce que tu as mis en place pour te préparer à ce type d'épreuve? Bah, les entraînements de. Enfin, des entraînements. Mes soins de cryo, du coup, après l'accident, ouais, bah, c'était surtout pour traiter ma commotion cérébrale qui, quand même, allait pas du tout. Donc, je restais de plus en plus longtemps dans les blocs de cryo. Alors, après, ceux qui me faisaient les protocoles, enfin, en gros, l'endroit où je faisais mes séances de cryo, ils étaient au courant, hein. Ils savaient, donc je faisais pas ça n'importe où, avec n'importe qui, comme ça. Mhm. Mais au début, c'était vraiment un temps pour le soin. Et puis quand j'ai commencé à aller mieux, on allongeait le temps dans le froid. Et en fait, c'était pas vraiment en lien avec l'ice swim, c'était plus découverte du froid. Quels D'accord. sont les effets du froid sur mon corps, qu'est-ce que ça peut faire et tout. Et après, j'ai commencé à faire des bains dans les bains de kiné, tu sais, les bains froids, qui sont à 8 Ouais. degrés. Bah, en fait, au début, la première fois que j'ai fait un bain froid, je suis restée 17 secondes, sans mentir. Et j'ai cru que plus jamais de ma vie, j'allais refaire ça. Et en fait, bah, en augmentant les entraînements, en variant les entraînements, en jouant sur du chaud-froid, ou même en faisant que des entraînements statiques ou en dynamique, enfin, donc en restant assis ou en bougeant un peu, j'ai poussé un peu la durée des entraînements et je restais jusqu'à 12 minutes à peu près dedans. Et après, le week-end, euh, j'essayais de trouver un endroit frais et d'aller nager avec des personnes, donc des gens avec qui je m'entendais bien et qui faisaient de l'ice swim, parce que Mhm. j'habite à Montpellier, donc avec ceux qui habitent à Montpellier. On essayait de trouver des lacs ou des rivières, enfin des trucs un peu frais, qui, du coup étaient aux alentours de 10, 8 degrés, quoi. Donc ça, c'était plus pour le côté nager, enfin se mettre dans une eau fraîche et se mettre en mouvement. Parce que tu peux pas nager dans une baignoire, Oui, c'est un peu exactement. compliqué. C'était la problématique enfin, que je vois au premier abord, c'est que tu peux t'entraîner en natation en eau tempérée, tu peux mettre des Ouais. protocoles de résistance au froid en statique, mais c'est compliqué de trouver des endroits où tu peux t'entraîner à nager en eau froide et te rapprocher des conditions. Ouais, mais l'astuce des lacs et rivières en eau froide, c'est pas trop mal. Mais bon, si tu me dis qu'il y a un monde à chaque degré en dessous de 10 degrés, et voire même tous les demi-degrés en dessous de 5 degrés, est-ce que si tu t'entraînes à 8 degrés, par exemple, ça va vraiment avoir une retransmission pour faire une course à 4 degrés? Ou est-ce que le monde qui sépare 4 degrés et 8 degrés est tellement important que dans tous les cas, ce sera atroce à 4 degrés? Euh, le souvenir que j'ai, c'est que les entraînements sont plus difficiles que la compète. Parce que quand tu es en compète, tu as le côté adrénaline, Hmm. t'es avec tes potes, en fait, tu partages un truc trop bien. Du coup, tu souffres moins quand tu nages. Par contre, l'entraînement, enfin, c'est vraiment pas agréable. En T'es fait, seul le avec côté toi-même, sympa hein. de l'entraînement. Ouais. Le côté sympa, c'est que tu découvres de nouveaux endroits. En fait, t'es obligé d'aller chercher un peu ailleurs et du coup, tu découvres de nouveaux spots là où il y a personne qui vient parce que bien évidemment, l'eau est trop froid. Donc, tu fais des pique-niques, tu vois, des week-ends sympas. Mais après, le côté entraînement, c'est vrai que 8 degrés, quand tu regardes, techniquement, c'est pas la température qu'il nous faut, mais c'est déjà ça, quoi. Ouais. Au moins, on a déjà ça et bah, visiblement, ça suffit pour l'instant. Donc après, il faudrait effectivement créer des nouveaux protocoles. Mais c'est un sport jeune, donc ça n'existe pas les bassins à 3 degrés où tu mets un mec à l'intérieur et où tu le fais nager. C'est comme avant, pour ceux qui couraient ou qui faisaient des trucs dans des conditions avec beaucoup d'humidité et tout, ça n'existait pas. Maintenant, ils ont créé des salles où tu mets ton sportif sur le vélo, tu dis vas-y pédale, et puis tu changes l'humidité, la température à l'intérieur de la boîte, enfin tu changes tout. Mais c'est un sport jeune, donc on fait avec les moyens du bord pour l'instant. Ouais, c'est voué à évoluer très rapidement. Ouais, Est-ce que tu ouais. pourrais décrire un petit peu ta semaine type pour te préparer à ce type d'épreuve? Qu'est-ce que tu faisais le lundi, le mardi, le mercredi, par exemple? Ouf, compliqué. J'ai pas vraiment de semaine type, c'était plutôt. En fait, c'est du froid, donc c'est à la sensation. Ça veut dire que je me préparais moi-même mes entraînements, je savais combien de temps je restais dans du froid, si je faisais une séance de cryo.
Mais en fait, si le jour J, bah, je devais faire 10 minutes dans l'eau et en fait, je me sentais pas de rester 10 minutes dans l'eau, je sortais, quoi. Donc, D'accord. le seul truc que je peux dire, c'est que je faisais pas 2 entraînements de froid par jour et que je laissais une journée. J'avais au moins, allez, 2 jours de repos dans la semaine. Au D'accord. moins, mais minimum. Et le lendemain de la soirée, enfin, c'est pas une soirée, mais le lendemain de la sortie en rivière ou en lac, c'est sûr que je nageais pas. Mais ni natation chaude, ni froid, ni rien. C'était repos. En général, c'était la séance qui me demandait le plus d'énergie. D'accord. Donc là, c'était de la récupération parce que sinon, après, En fait, plus t'es fatigué, plus tu ressens le froid. Donc, c'était pas du tout intéressant de m'épuiser sur une séance et de pouvoir m'entraîner au froid derrière. Le but, c'était que je fasse du froid tous les jours. Quand je parle de froid aussi, c'est par exemple, je faisais des bains froids. Donc, pour le petit chiffre, quand tu prends la température de ta douche le plus froide possible, elle est à 15-16 degrés. C'est tout? Et C'est aussi haut? Je pensais que c'était plus bas. ouais, eh non, 15-16 c'est degrés. Et chaud. pourtant, c'est C'est déjà chaud. atroce. Ouais, De mettre l'eau au plus froid et de se doucher. Alors, l'été, ça va, il y en a plein qui le font. Mais l'hiver, quand il y a des températures négatives dehors, tôt le matin, quand on n'est pas réveillé, prendre une douche froide, psychologiquement, c'est déjà très très dur. ouais. Bah. Déjà, alors les Tu douches, t'entraînais à faire ça? les douches, moi, j'y arrive pas. Ça peut Ah, rassurer tout le monde. Je peux nager dans de l'eau à 3 degrés, mais prendre une douche froide, j'y arrive pas. Je ne tolère pas ça du tout, c'est vraiment impossible. Par contre, les bains, donc la chance d'avoir une baignoire, donc les bains froids, ça je peux les faire. Mais, d'accord, euh, mais par exemple, même ça, alors que l'eau est techniquement un peu trop chaude, donc j'essaie de la refroidir en mettant des glaçons dedans ou des trucs comme ça. Mais même ça, après une sortie en mer ou en lac, je la faisais pas. C'était pas ok. possible. Fallait que je récupère en fait. Fallait que je me réchauffe, que je laisse mon corps récupérer de ce que je venais de faire, de lui faire faire surtout, et que j'attende que ça passe quoi. Ok. Alors je réfléchis parce qu'il y a plein de sujets que je souhaite aborder. Tu as encore un petit peu de temps devant toi que je te retarde pas trop. Pas Ah, trop là du coup. ok, alors on va pas trop traîner. Oui, parce que pour ceux qui nous écoutent, en fait, on avait déjà commencé l'épisode, hein, on avait fait près d'une heure d'épisode et la connexion a planté. Donc on a Mm. repris depuis le début. Est-ce que tu connais la méthode Wim Hof? Oui. Ouais, ça te dit quelque chose? Qu'est-ce que tu en penses? Ça peut être hyper intéressant pour les personnes qui font du froid statique. Maintenant, me mettre en hyperventilation juste avant un effort physique, Hmm, non. Je fais pas et je ferai pas. Et après, il y a aussi un autre côté, c'est que j'ai une péricardite, un décollement du péricarde, donc j'ai des soucis cardiaques avec toujours des symptômes qui sont là. Et encore une fois, me mettre en hyperventilation, donc sans le côté faire un effort derrière, pour moi, ça fonctionne pas et c'est pas possible. Donc du coup, non, je ne pratique pas cette méthode. Je fais de la cohérence cardiaque. Donc le but, c'est d'inspirer sur 5 secondes et d'expirer sur 5 secondes. Et quand je descends dans l'eau, pour m'aider, j'en fais avant, ça me permet de me calmer. Et quand je suis en train de descendre, c'est cette fameuse échelle, que je suis en train de sentir l'eau qui arrive, qui monte, là, je fais de la cohérence cardiaque et ça m'aide vraiment beaucoup. Ça me permet de me concentrer sur ma respiration et de calmer ma fréquence cardiaque et de ne pas, de pas la laisser s'emballer. ok. Donc du coup, là. Pour ceux Donc qui non. connaissent pas, le fait de faire de la cohérence cardiaque, c'est de marquer un temps inspiratoire et un temps expiratoire pour essayer de stabiliser la fréquence cardiaque et qu'elle s'emballe pas toute seule. Ouais. D'ailleurs, en tant que préparatrice mentale, est-ce que tu utilises des outils sur toi qui t'aident à te préparer à ce type d'épreuve? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus? Bah, la cohérence cardiaque déjà. Ouais, ça en Déjà, fait partie. ça, c'est vraiment l'outil que j'utilise vraiment le plus. euh, Enfin, en tout cas, quand je suis en action, c'est-à-dire que quand je commence à quand je fais une épreuve de froid, c'est Hmm, vraiment l'outil que j'utilise. Et après, en entraînement, j'utilise beaucoup la préparation mentale, donc d'accord. avec de l'imagerie mentale, avec de la fixation d'objectifs, avec même pour la récupération. Enfin, j'utilise quasiment tout le temps en fait des outils. Tout le monde en fait on utilise tout le temps. C'est juste qu'on met pas les bons mots dessus. Enfin, on met pas les mêmes Hmm, mots en tout cas. Mais quand je suis dans le froid avec de l'imagerie, j'essaie de m'imaginer soit un autre endroit, soit d'essayer d'imaginer que l'eau est plus chaude.
Je fais de l'attention aussi. Enfin, je me concentre énormément sur une zone précise de mon corps pour essayer de faire abstraction de toute la douleur. Enfin, il y a tout. Puis il y a fixer son objectif. J'essaie de me rappeler aussi pourquoi est-ce que je fais ça, que je fais pas ça non plus pour faire plaisir à mon voisin, parce que je m'en fous un peu. Je vais pas mettre ma vie en danger pour mon voisin. Euh, et là, en tout cas, pour les championnats du monde, j'avais surtout le rappel il y a 2 mois, tu étais au fond de ton lit, tu es en trauma crânien, tu devais changer tes draps quasiment tous les jours parce que tu mettais du sang partout sur tes oreillers, là, et là, tu vas faire du froid, tu vas faire des championnats du monde, quoi. Donc Hmm. Tu profite, repars et de si loin, tu ouais. le sens pas, bah le sens pas. Ah oui, non, là, je partais très loin, ouais. Ah, mais je suis Donc, ouais. content Donc, il y a plein de trucs que j'utilise. Euh, Ah si, depuis que tu t'entraînes dans le froid, donc tu dis que tu résistes mieux au froid, donc il y a Mm. une petite adaptation qui se fait physiologiquement parlant et mentalement, hein, je suppose. Euh, Est-ce que du coup, tu ne subis pas plus la chaleur, à l'inverse, sur des temps caniculaires par exemple? Et si, si, si. Et du coup, c'est problématique parce que là, je vais faire le half marathon des sables dans 1 mois et demi, Ouais. qui est 120 km dans le désert, et donc du coup, avec du très chaud. Donc oui, si, je souffre plus du chaud. Cet été, par exemple, il faisait pas particulièrement chaud, mais pour moi, c'était compliqué. C'était très très compliqué. Donc j'avais la chance de travailler une grosse partie du temps en plage, donc j'avais quand même de l'air frais qui venait, mais si, je souffre du chaud. Alors ça, quand je dis souffrir, ça veut dire que je suis plus lente, moins dynamique, euh, je m'essouffle plus vite. Ok. Mais c'est pas non plus, tu vois, ça a dû changer à 5%, quoi. Moi, je le sens parce que ma vie, c'est le sport, donc du coup, je passe mon temps à comprendre comment mon corps fonctionne et pourquoi est-ce qu'il réagit et tout. Mais, euh, mais ouais, mais c'est comme les douches. Les douches chaudes, je peux plus les faire et ça me brise le cœur. J'adorais faire un espèce de sauna hammam dans ma salle de bain et tout. Mais depuis l'ice swim, je mets plus l'eau chaude. Je peux plus, en fait, je tolère plus le chaud, le brûlant sur ma peau. Ah, Du coup, le corps j'ai s'adapte des... au stress qu'on lui fait subir, hein. Et du Ah coup, oui, est-ce que tu oui. vas t'entraîner à résister à la chaleur pour le half marathon des sables, du coup? Est-ce que tu Bah, vas faire des saunas? Si, oui, si j'en fais un peu, mais le problème, c'est que je peux pas trop en faire parce que le half, c'est du confort. Le chaud, c'est du confort. Et moi, je vais faire les championnats d'Europe, donc 2 mois après le half, pas très longtemps après. Et Ouais, ça, compliqué. c'est du sport extrême. Donc en fait, je suis en train de jongler niveau alimentaire, niveau préparation physique, parce que courir dans du sable et nager dans de la glace, ça n'a rien à voir. Donc je dois jongler sur ces deux trucs et ma priorité, c'est le froid en fait, parce que vraiment les gros dangers, ils sont surtout dans le froid. Au Hmm. pire, le half, j'arrête et puis je rentre chez moi, quoi. Mais l'ice, si je suis dans l'eau et que je commence à me sentir mal, si je fais comme j'ai fait dans les tests là il y a 4 jours, bah le temps que quelqu'un vienne me chercher et tout, niveau santé, ça sera moins sympa quoi. Donc ma priorité c'est le froid. Donc je m'entraîne, mais je m'entraîne surtout physiquement. Je m'entraîne pas forcément côté température. Ok. J'ai même d'ailleurs repris les entraînements en froid là. Donc voilà. Ok. Ah bah, tu seras peut-être pas au top pour le half marathon des sables, du coup. Donc, Eh non. voilà. Mais Et le hydrate-toi but bien c'est de le surtout. finir. Ouais, Ouais, non mais ça c'est déjà pas mal. c'est pas les mêmes objectifs, tu vois. C'est vraiment le but, c'est vraiment de le terminer et de le faire avec les moyens du bord, quoi. Donc je le savais, je savais que j'avais ça en compte. Tous ceux qui m'accompagnent, ils le savent aussi. On essaie de trouver des solutions, mais ça va aller, Ok. ça va aller. Donc, tout à l'heure, tu parlais du coup des protocoles d'entraînement et de tolérance au froid. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous font pendant ce type de protocole? Ils prennent la tension, la saturation, ils vous mettent dans une eau à quelle Ouais. température, combien de temps? Les protocoles que moi je fais, parce qu'en Ouais, fait là, les protocoles dont je t'ai parlé, je suis la seule à les faire. d'accord. Sinon, les tests cardiaques avec le test à l'effort, et la prise aussi de fréquence cardiaque et tout avant de compétition, ça tout le monde le fait. Mais moi, ce que je fais en plus, toute seule,
c'est que je me mets bah, je vais à la maison du hand et je me mets dans l'eau qui est à 8 degrés à peu près. Et en fait, on mesure ma fréquence cardiaque, ma température corporelle, interne aussi, parce que j'avale une espèce de gélule. On essaye de D'accord. voir l'évolution de tout ça et voir comment mon corps réagit face à la température et au temps, surtout passé dans l'eau. Donc, on fait des protocoles différents pour voir si je rentre, à quelle température il faudrait que je rentre dans l'eau, s'il faut que je rentre plus fraîche ou pas, et voilà. Donc, Ok, c'est bon, ça un peu permet quand même complexe, mais de mieux se connaître. D'ailleurs, exactement. j'ai vu sur ton compte Instagram une petite vidéo où tu étais sur un entraînement de protocole de froid avec Marine Leleu. Alors, tu peux Oui. peut-être pas nous en dire plus, mais est-ce que tu aurais un teaser à nous donner? Non, pas de teaser. Tu peux Ah, pas. ok, Si tu veux avoir un teaser, il faut que tu lui demandes. Mais non, non, pour la vidéo, elle a été. En fait, dans l'idéal, quand je fais mes tests, il faudrait que j'aie un cobaye avec moi, c'est-à-dire quelqu'un qui s'entraîne pas en froid. Et elle était disponible et elle a été adorable. Elle est venue, elle s'est frottée au froid comme une guerrière, parce qu'elle a quand même réussi à rester 10 minutes. Alors, pour rappel, moi, il y a 3 jours, sans entraînement, j'ai tenu 2 minutes et j'ai fait un malaise. Elle, elle est restée 2 fois 10 minutes cette fois-là. Donc, d'accord. respect, mais non, non, il n'y a pas de. Ouais, très, très Pour conditionné l'instant, mentalement. ah ouais, elle est impressionnante. Franchement, je sais pas comment elle fait, mais elle est hyper impressionnante. En plus, elle est adorable, donc que des qualités. Mais Ok, non, je suis dégoûtée, mais j'ai essayé et j'ai pas pas de teaser. d'informations Après, supplémentaires. tu peux lui poser la question, hein. Peut-être qu'elle changera d'avis ou peut-être qu'elle a des choses qu'elle me dit pas aussi, hein, parce qu'on parle pas non plus. Elle est venue, quoi. Elle est venue une fois à mon entraînement. On parle pas non plus tous les jours. Donc peut-être elle a des choses à dire, mais elle les dira elle-même, en tout cas. Moi, je Ok, peux pas. ok, ok. Bon, ouais, j'essaierai de la contacter, peut-être la recevoir un jour sur le podcast. Je vais pas te retarder plus longtemps. Je te fais quelques petites questions de fin, comme pour tous les Vas-y. invités. Est-ce que tu pourrais nous donner ton meilleur souvenir dans ton parcours sportif? Tout mon parcours sportif ou que l'iSwim? Ah, Surtout ton ah. parcours sportif, l'ensemble. Quel serait vraiment ton Alors, meilleur souvenir? j'ai pas, j'ai pas vraiment de meilleurs souvenirs. J'en ai plein, en fait. Donc, Hmm, pour l'iSwim, je vais en donner deux, comme ça, tu vas voir l'idée. Pour l'iSwim, c'est ok, vraiment, après avoir fait le 100 mètres, j'avais aucune idée du temps que j'avais, enfin, vraiment, je m'en foutais, j'avais aucune idée du temps que j'avais fait. En fait, c'était un record de France, mais tout le monde s'en foutait et personne ne le savait. Et je suis sortie de l'eau et en fait, j'ai été applaudie par tout le monde. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait, tout le monde s'applaudissait, c'était vraiment, ça m'a fait un peu c'était le déclic qui m'a fait comprendre que j'étais pas en natation, que j'étais en ice swim et que même si j'avais pas forcé à 100%, bah, j'avais fait l'effort et rien que ça, c'était trop bien. Et du coup, ça m'a fait comprendre la mentalité de la swim et c'est ça qui a été super. Le deuxième souvenir vraiment top, c'est bah, quand j'ai fait mon record de France universitaire en natation. Ça faisait 3 semaines que j'étais d'accord. blessée, que je pouvais pas nager. C'était un moment hyper compliqué dans ma vie, perso, scolaire aussi. Enfin, c'était vraiment assez spécial comme période. Et puis le fait de se toucher, de sortir de l'eau et puis de voir en fait que j'avais fait un record de France, moi, toute seule, avec tout ce que j'avais vécu. J'ai mis presque 1 heure d'intégrer en fait. Tout le monde me félicitait et puis je disais mais c'est pas possible, c'est qui la fille devant? C'est trop bien quoi. Et en fait c'était moi. Donc ça fait partie des meilleurs souvenirs que j'ai. Ouais. Voilà. Ok. Euh, pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient se mettre à l'ice swim, quels conseils tu leur donnerais? Écoutez-vous. Si vous faites de l'ice swim, c'est parce que vous en avez envie de tester des choses. Enfin, peu importe l'objectif, peu importe l'intérêt que vous y portez, mais écoutez-vous. Si un jour vous êtes fatigué, si vous vous entraînez pas, c'est pas grave. C'est que votre corps vous parle et qu'il vous dit aujourd'hui non, c'est pas possible, je suis trop fatigué, donc va dormir ou va faire un autre sport, va courir, va faire un autre truc, mais pas du froid. Et voilà, c'est le meilleur Ok, truc que je puisse dire. ok. Apprenez à vous connaître et à vous écouter. Exactement. Euh, pour ceux qui souhaitent te contacter, tu préfères qu'ils passent par quel moyen?
Bah, j'ai mon mail sur mon site internet ou sinon j'ai Instagram ou LinkedIn, enfin peu importe. J'essaie de répondre. Il y a des périodes où je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages sur Insta, à peu près Hmm, 400 messages par jour. Du coup, parfois les d'accord. messages peuvent se noyer ou je mets du temps. Mais enfin, je réponds en général surtout. Le plus simple, ça serait par mail, LinkedIn ou Instagram. C'est les trois D'accord. ou en tout cas où je suis le plus connectée. Ok. Bah, je mettrai les liens dans la description de l'épisode dans tous les cas. Bah, je tiens à te remercier en tout cas, malgré toutes ces péripéties d'enregistrement. Merci d'être Ouais. resté. Et ben, peut-être à bientôt sur le podcast. Bon Bah, merci à courage toi, hein. pour le marathon des sables et pour les prochaines Merci. compétitions en ice swim. Je suivrai ça de l'extérieur. Allez, ciao Merci. ciao! Bah, salut.